Salut et bienvenue à la partie 2 de notre leçon 5, notre vidéo portant sur le travail à l'établi. Et aujourd'hui, on va regarder le limage et les limes. Les limes ont toutes sortes de noms pour les décrire parce qu'il y a plusieurs genres de limes. Et ces noms-là changent d'un pays à l'autre. Fait que je ne veux pas m'affairer ou perdre beaucoup de temps à parler des noms puis à apprendre par cœur les noms des différents types de limes. Ce que j'aimerais qu'on fasse ici, c'est apprendre comment fonctionnent les limes et de se donner la possibilité de pouvoir sélectionner la bonne lime pour une tâche spécifique. En ce qui a trait aux limes, mais la grosseur, c'est important. Mais pas nécessairement dans le sens de plus gros, c'est toujours mieux. Non, il faut choisir la bonne grosseur de lime pour la tâche à accomplir. Et si on a à limer une pièce volumineuse ou une très grande surface, mais évidemment, on va opter pour une grosse lime. Et inversement, si on travaille sur une petite pièce ou une pièce délicate, bien, une petite lime ferait probablement mieux l'affaire. Fait que la grosseur, ben, c'est quelque chose d'important. Et on a un exemple ici de 3 limes de grosseur différentes, mais ayant la même forme, une petite, une moyenne et une grosse lime ronde. Et on remarque également que les dents deviennent plus grosses avec la grosseur de la lime. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a certaines limes qui peuvent être très gros en fait de longueur et de forme, mais avoir quand même des très petites dents. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Ce serait peut-être mieux qu'on prenne un petit peu de recul, puis qu'on regarde à la base. Bien, une lime, qu'est-ce que c'est? Bien, des limes, bien, c'est des outils de coupe. C'est des outils de coupe qui produisent des copeaux par déformation plastique. De la même façon qu'un forêt produit un copeau sur une perceuse et qu'un outil de coupe à tranchant unique produit un copeau sur le tour. Les limes sont des outils de coupe. Et ça veut dire que les limes sont sujets aux mêmes règles que les autres types d'usinage en ce qui a trait aux vitesses d'avance et de coupe. Une vitesse de coupe excessive lors du limage et une avance excessive bien, va affecter négativement la formation de copeaux de la même façon que ça le ferait sur une perceuse, sur une fraiseuse ou sur un tour. Mais à quelle vitesse peut-on couper avec une lime? Bien, on va garder ça simple. Pour des matières molles ou facilement usinables, on parle ici des aciers doux, on parle des laiton, on parle d'aluminium, mais je suggérais 2 longueurs de lime par seconde, donc 2 coups par seconde, en utilisant toute la longueur possible. Pour des matières plus récalcitrantes, des matières plus difficiles à couper, bien, je suggérais 1 coup total de lime par seconde. On parle ici des bronzes, on parle des fontes, on parle des aciers à moyen niveau de carbone trempé qui peuvent être durcis jusqu'à 45-50 Rockwell. On parle des aciers inoxydables. Donc, ces métaux plus difficilement coupés, bien, on suggère 1 longueur de lime par seconde. Et qu'est-ce qu'il y en est de l'avance? Bien, pour les limes, l'avance, ça ressemble beaucoup à la pression qu'on va appliquer sur la lime lorsque je suis en train de couper. Là, on a vu dans nos vidéos de formation de copeaux qu'il y a une relation très étroite entre la profondeur de coupe et la vitesse d'avance. Et pour les limes, on va parler d'avance plus comme une profondeur de coupe, et ça va être la pression que j'applique. Combien de pression? On devrait appliquer sur la lime juste assez de pression vers la surface pour maintenir une belle action de coupe. Et en limage, c'est quoi une belle coupe? Bien, c'est une coupe où la lime ne se coince pas à la surface de la pièce, mais ne vibre pas non plus. Donc, on n'a pas ce son strident et achalant qui peut être produit lorsqu'une lime sautille à la surface.
Donc, un balai entre coincer et sautiller. Les limes sont des outils de coupe, mais plus que ça encore, ce sont des outils de coupe unidirectionnels. Et ça veut dire qu'ils ne coupent que dans une seule direction. Lorsque j'applique la pression de coupe, bien, je devrais l'appliquer seulement dans la direction de coupe de l'outil. Le retour ne coupe pas et devrait avoir aucune ou très peu de pression appliquée. Il est évident, si on se passe les doigts sur une lime dans une direction et dans l'autre, que la lime coupe mieux dans un sens que dans l'autre. Mais si on le regarde graphiquement, on peut voir que nos dents ont une inclinaison dans une direction. Et que si on avance la lime dans sa coupe, dans sa direction normale ou naturelle, bien, on voit que chaque dent peut lever un copeau. Mais que dans l'autre sens, le plan étant trop négatif, bien, il serait impossible de soulever un copeau. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a une question de force également. Si la force est appliquée sur la dent dans le sens normal, bien, je vais rediriger à travers la dent une bonne portion de la force qui va aller à l'intérieur du corps de la lime. Et ça, c'est une situation acceptable. Tandis que si je vais dans le sens contraire, il est difficile de rediriger la force vers le corps et la force va avoir tendance à vouloir briser le bout de la dent. Une fois que le bout d'une dent est cassé, mais la prochaine dent doit effectuer le double du travail. Et à partir de ce point-là, on peut voir que les choses se dégradent rapidement. Bon, les limes nous arrivent sans poignée, comme on peut voir dans cet exemple-ci. Et le tenon est assez pointu. Et ça, c'est dangereux. Fait que quand on utilise une lime, on s'assure toujours qu'il a une poignée en bonne et due forme, et pas juste un morceau de ruban collant entouré autour. Non, non, une poignée qui a un large bout arrondi pour protéger notre main. Parce qu'évidemment, si je suis en train d'utiliser une lime qui est plutôt pointue et que je le tiens de cette façon-ci, comme la plupart du monde tiendrait une lime sans poignée, mais si la lime coince lorsque je pousse avec force dessus, bien, ça peut pénétrer la paume de ma main. Là, ça peut être désagréable et c'est dangereux. Mais imaginez si on utilisait une lime sur le tour et que le bout de la lime se coinçait sur une mâchoire du mandrin et revenait violemment vers nous. Bien, cette pointe-là peut carrément nous tuer. Excessivement important. Si j'utilise une lime, je m'assure qu'il y a une poignée dessus. Là, les limes ont une poignée une fois qu'on a ajouté une, mais il y en a rien qu'une. Mais ils sont quand même utilisés avec deux mains. Puis ça, c'est important. Le seul moment où j'utiliserais une lime avec une seule main, c'est si j'étais en train d'ébarber une pièce légèrement. Pour toutes les autres opérations là, où je vais limer avec précision, où je veux un bon fini, où je veux une bonne géométrie, je vais utiliser deux mains. Une sur la poignée et une sur le bout. Là, deux mains sur l'outil, ça stabilise la coupe. Ça me permet de couper plus efficacement et beaucoup plus précisément. Parce que avec deux mains, un outil qui est stable, qui vibre beaucoup moins, et beaucoup plus de contrôle. Ma lime me retourne beaucoup plus d'informations quand je la tiens à deux mains et me permet de contrôler sa position beaucoup plus précisément. D'où l'importance d'avoir un bon étau d'établi. Comme je disais, deux mains sur l'outil et notre troisième main pour stabiliser la pièce. Il y a plusieurs sortes de limes et puis j'ai plusieurs sortes de limes sorties ici qu'on pourra regarder. Et on va commencer avec celle-ci, qui n'est pas une lime. Elle a de grosses dents, énormément d'espacement entre les dents. C'est très rugueux. Et ce qu'on a ici, c'est une râpe à bois. Okay? Ce n'est pas une lime. Là, en atelier, ça peut être pratique, évidemment, pour le bois, mais également pour certains plastiques, polymères, et pour des métaux très doux.
Mais on parle ici de certains alliages d'aluminium pur, exemple, qui est très doux, certains laitons et certains cuivres. Mais en général, c'est utilisé pour le travail du bois, fait qu'on va le mettre de côté. Là, avant de regarder ces limes-là, j'aimerais quand même mentionner ce que les limes ne sont pas. Là, on sait qu'une lime, c'est un outil de coupe. Mais ce n'est pas une machine-outil. Et puis, ce n'est pas une question de chaleur. On coupe à des vitesses réduites. Donc, une lime ne requiert pas de liquide refroidissant. Et en réalité, une lime devrait couper à sec. On devrait éviter d'appliquer de l'huile sur nos limes. Ça peut changer la façon qu'ils coupent. Également, une lime, ce n'est pas un levier. Les limes sont faites d'un acier à très très haut niveau de carbone. Et ils sont excessivement durs pour être résistants à l'usure, mais ils sont également incroyablement friables. Et lorsqu'ils brisent, ils éclatent en petites écailles très acérées qui peuvent réellement causer du dommage. Donc, on n'utilise jamais une lime comme levier. On ne frappe jamais une lime. On n'utilise pas une lime comme un poinçon ou un ciseau. Des limes, c'est pour couper à la main seulement. Là, on peut commencer à parler de nos limes. Mais non, avant ça, il reste une dernière chose, un à côté. Ceci est une carde à lime. Les cardes à lime, c'est des brosses d'acier avec des fils légèrement crochus et courts et rigides. Et ils servent à nettoyer les limes. Pour un nettoyage final, je peux utiliser une brosse avec des filaments très fins, dans ce cas-ci en laiton, pour venir juste nettoyer le fond des dents. Ce que je ne veux pas faire, c'est nettoyer une lime en le cognant. Sur du bois, ça s'endure, mais définitivement pas sur du métal. On nettoie avec les brosses. Bon, maintenant, nos limes. Quelles sont nos variables? On a la longueur et la grosseur de la lime. On a la forme en section de la lime. On a la grosseur ou de la rugosité des dents. Et on a la géométrie des dents. Alors, regardons chaque variable et essayons de comprendre comment on peut la contrôler. Là, la grosseur de la lime, ça compte pour beaucoup dans ce qu'on appelle l'action de coupe. Parce qu'évidemment, si je coupe avec une lime, une dent doit pénétrer une surface que je suis en train de limer sur le côté le plus près de moi, parce qu'on coupe toujours en s'éloignant de nous. Et cette dent doit progresser à travers la surface jusqu'à l'opposé, jusqu'au côté opposé où la dent peut sortir et libérer son copeau. Si j'ai une lime très petite, comme celle-là ici, et une surface massive, il est évident que la lime ne peut pas avoir une dent qui commence et qui finit sur cette surface-là. Et ça, c'est problématique. Je devrais opter pour une lime plus grosse qui, elle, peut pénétrer et sortir et ainsi produire correctement un copeau. Et c'est pour ça que la grosseur de la lime, ça compte pour beaucoup. Là, rappelez-vous, on peut limer une petite pièce avec une grosse lime. C'est peut-être pas pratique, mais ça se fait. Mais on ne peut pas limer une grosse pièce avec une petite lime. C'est réellement pas conseillé. Ce que je conseille par contre, c'est que la lime que vous choisissez soit au moins 2 fois la longueur de la surface que vous voulez limer. La forme des limes, si vous avez déjà vu un petit ensemble de limes de joaillerie, des petites limes aiguilles, on constate rapidement qu'il y a plusieurs formes de limes différentes. Puis quand on parle de forme, on parle généralement de la forme en section de lime. C'est quoi la forme en section? Si je prenais une lime, comme cette lime carrée, qu'on appelle souvent aussi une lime à clavette,
pour produire les rainures à clavette, ok? Parce qu'évidemment, une lime à section carrée, si je la coupais en deux, puis je regardais la forme de ce que je viens de couper, bien, je verrais que c'est un carré, donc à section carrée. Cette lime carrée, c'est parfait pour limer des coins intérieurs carrés, comme on a dans une rainure à clavette. D'où le nom, là, lime à clavette. Bon, bien, ceci étant dit, lime carrée, c'est une forme de lime. Mais si on a des limes carrées, il est normal de penser qu'on a des limes rondes. La section ici, bien, elle est ronde. Et ça, c'est parfait pour produire des surfaces intérieures profilées. Donc, tout ce qui n'est pas plat, mais interne. OK? Excellent. Quelque chose qui est un peu un amalgame de ces deux limes-là. Bien, c'est une lime demi-ronde, souvent appelée également une lime en demi-lune. OK? Parce qu'il y a une surface arrondie et une surface plane. Et c'est le meilleur des deux mondes. C'est une lime que j'utilise souvent. Parce qu'on peut, sur sa surface arrondie, produire des surfaces concaves, OK? Et sur sa surface plane, produire des surfaces convexes ou planes, demi-rondes. On a des limes plates, souvent appelées des limes rectangulaires, parce que leur section représente un rectangle. Et c'est la lime la plus populaire et la plus souvent utilisée pour finir des surfaces convexes ou planes. Okay? Ils sont plus rigides et sont assez massifs. Ça coupe très bien pour surtout des surfaces planes. Puis ils sont disponibles en différentes grosseurs, on en a déjà parlé. Donc assez gros, beaucoup plus petits et finalement très petits. Et dans cet exemple-ci, on a une lime de joaillerie ou une lime à aiguille, qui est une lime rectangulaire, comme les deux autres qu'on vient juste de voir, mais de très petite dimension. Là, également, comme forme populaire, on a des limes triangulaires. Et dans ce cas-ci, on a une lime triangulaire équilatérale, donc à 60 degrés d'angle par pointe. Souvent appelée une lime à reprendre des filets ou une lime de filet. On ne peut pas fileter avec une lime, mais on peut nettoyer ou réparer un filet endommagé avec une lime de ce type-là. C'est également pratique pour rentrer dans des coins quand on ne veut pas toucher les autres surfaces avoisinantes. Donc une lime triangulaire équilatérale. Mais ce n'est pas obligé d'être égal de tous les côtés. On peut avoir une lime en couteau, OK, qui est triangulaire de section, mais qui descend presque à rien sur un côté et qui est beaucoup plus large sur l'autre. Cette largeur-là donne une rigidité à la lime, mais la finesse de son tranchant opposé nous permet réellement de rentrer dans des petits raccoins difficilement accessibles parce qu'un angle intérieur de 15 ou 20 degrés, je pourrais rentrer jusqu'au fond pour finir une surface avec une lime en couteau de cette forme-ci. Et la dernière lime qu'on va regarder en fait de forme, elle n'a pas une forme en sections différentes. Ces limes de contourage, ou de limes de contour, je devrais dire, excusez, sont courbes, mais sur leur longueur, comme on peut voir ici. Okay? Donc courbe et courbe. Donc j'ai deux surfaces de coupe sur cette lime-ci, et je la tiens par le centre qui, lui, n'a pas de dents coupantes. Ça sert à quoi ces genres-là? Parce qu'ils sont disponibles dans toutes les formes, le carré, ronde, demi-lune, rectangulaire, triangulaire. Je peux avoir toutes les formes de lime avec ce bout arrondi, mais c'est pour faire du profilage. Si je regarde ici, ça c'est la chaufferette qui vient de partir. Excusez. Bon, excusez. Si je regarde ici, j'ai une surface qui a été coupée à l'aide d'une fraise en bout à nez rond. Pas nez rond comme le nom d'une personne, là, mais nez rond, ball nose en anglais. Et puis je vois que ça crée des cuspides, des petites vallées, OK, qui viennent se rejoindre pour me donner la forme de la surface que je veux. Anciennement,
Parce qu'aujourd'hui, c'est fait avec usinage haute vitesse, puis il n'y a presque plus de finition à faire à ce moment-là, un petit peu de polissage, c'est tout. Mais dans le temps, les cuspides ou ces marques-là étaient assez profondes. J'appliquais un peu de bleu de traçage, et ensuite, à l'aide de ces limes à contour, je venais finir cette surface-là pour laisser que de très fines traces de bleu de traçage. Et quand j'avais que de tout petites lignes de bleu de traçage qui restaient, je savais à ce moment-là que j'étais presque là, puis un petit polissage et la surface était finie. Donc, lime pour profil, ok, lime de contour, quelque chose qui est utilisé anciennement, mais encore de nos jours, pour la finition de surface tridimensionnelle. Donc, on choisit la grosseur de la lime d'après la grosseur de la surface qu'on veut travailler. Et on vient juste de voir qu'on choisit la forme de la lime d'après la forme de la surface qu'on veut travailler. Nos formes de base, c'est plane, convexe ou concave. Et si on a une pièce profilée ou 3 dimensions, on utilise ces limes de contour. Là, ça, c'est relativement simple. Mais qu'est-ce qu'il y en est des dents de lime? Mes deux prochaines variables, c'est la grosseur des dents et la géométrie des dents. Là, ces deux variables-là sont affectées par la grosseur de la pièce ou de la surface qu'on doit limer et la dureté de la matière qu'on doit limer. Commençons avec la grosseur des dents. Et on a un exemple ici. Là. Ça, c'est notre coupe, chaque dent qui prélève un petit copeau. C'est très joli, mais en réalité, c'est pas si beau que ça. Et en réalité, le copeau du bout ici serait beaucoup plus gros que le copeau qu'on voit ici parce qu'il est en train de couper depuis une plus longue période. Donc, il serait plus engorgé. Et c'est un petit peu la raison d'être des grosses, moyennes et petites dents. Comme on disait, ils sont affectés par la grosseur de la surface. Mais si je coupe une grande surface, la dent va commencer sur un bout de la pièce et sortir à l'autre bout. Et pendant toute cette période de temps-là, va devoir emmagasiner un copeau qui se forme. Donc l'espace entre les dents est crucial ici pour la longueur de la surface à limer. Si, en limant, mes dents s'engorgent de copeaux parce qu'il n'y a pas assez d'espace, la lime va être soulevée de la pièce, puis au lieu de couper, je vais être en train de frotter. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, une grande surface requiert l'utilisation de très grandes dents. Petite surface, on devrait utiliser des petites dents. Okay? Là, ça, c'est important, mais ce n'est pas la seule variable qui affecte le choix de la grosseur des dents. Je mentionnais que la dureté de la matière l'affecte également. Et en ce qui est trait à la dureté, la règle est simple, c'est inversement proportionnel. Le plus dur que la matière est, le plus petit que les dents doivent être. Donc, j'utilise de petites dents pour limer des matières dures et des grosses dents pour limer des matières molles. La prochaine variable, c'est la configuration de ces dents-là. On a vu la grosseur, mais comment est-ce qu'ils sont conçus géométriquement parlant? Puis on a deux possibilités. On a une rangée simple de dents et on a des rangées doubles. C'est quoi l'avantage? La rangée simple produit un fini beaucoup plus lisse sur une pièce, mais enlève beaucoup moins de matière qu'une rangée double de même grosseur. La rangée double enlève beaucoup plus de matière à la fois, mais laisse un fini beaucoup plus rugueux. Ça c'est une chose, l'état de surface qu'on obtient avec ces deux types de dentition-là. Par contre, il y a également ce qu'on mentionnait tantôt, la grosseur de la surface à limer et la dureté de la matière à limer, comme on a vu avec la grosseur des dents. Le rangée simple de dents ici, en ce qui a trait à la grosseur, elle présente beaucoup moins d'espace entre les dents
pour emmagasiner des copeaux. Donc, pour limer des grosses surfaces, il est préférable d'utiliser des limes à taille double ou à 2 rangées de dents. Pour des petites surfaces, je peux utiliser des limes à taille simple. Mais encore là, sont disponibles en différentes grosseurs de dents. Comment est-ce que ces configurations-là sont affectées par la dureté de la matière à limer? Mais plus que la matière est dure, plus qu'on va tendre vers une taille simple ou des rangées parallèles de dents. Quand je lime une matière qui est molle, je vais préférer des limes à taille double. Là, on peut avoir différentes grosseurs et différentes configurations. Donc, regardons 2 exemples. Supposons que je voulais enlever beaucoup de matière rapidement sur une pièce d'aluminium d'assez gros diamètre ou grosse dimension, un peu comme le morceau qu'on regardait il y a quelques minutes. Enlever beaucoup de matière rapidement sur une grande surface, taille double, grosse dent. Matière est molle, je peux prendre des grosses dents sans les briser. La surface est grande, je veux emmagasiner des copeaux pour une longue distance, taille double, ok? Et la matière, comme je disais, elle se lime très bien, mais je ne suis pas trop préoccupé par l'état de surface. Donc, meilleur choix. Mais si on allait a complètement l'opposé, je voudrais limer quelque chose de dur et avoir un beau fini. Supposons qu'on voulait affûter une hache. Une bonne hache est conçue en acier à moyen niveau de carbone et devrait se situer aux alentours de 45, 50, je préférerais 45 Rockwell. Ça, c'est à peu près la limite de ce qu'on peut limer sans endommager une lime, à une condition qu'on choisisse la bonne forme et grosseur de dents. Mais pour quelque chose de dur, je vais vouloir choisir des petites dents. Donc, plus que c'est dur, plus c'est petit. Donc, je vais opter pour une rangée simple de petites dents, ok, pour limer quelque chose de dur. La rangée simple va me donner le fini voulu. Je veux que ça soit lisse et très finement fini. Et le fait que les dents sont petites, ça va m'aider avec la pénétration. Et le fait que j'ai des rangées simples, ça va me donner la capacité de mordre plus facilement. Il y a moins de dents en contact en réalité. Donc, pour un acier dur, on ne peut pas limer des outils de coupe comme des outils de tour. Non, c'est trop dur. Mais un acier moyen niveau de carbone autour de 45 Rockwell se lime très bien avec une lime à taille simple à petites dents. C'est 2 exemples des limites qu'on peut avoir. Là, ça, c'est 2 exemples qui sont presque aux antipodes du spectre de ce qu'on peut avoir besoin. Okay? Enlever beaucoup de matière sur quelque chose de très mou, aller jusqu'à enlever très peu de matière sur quelque chose de très dur. C'est ce qu'on vient de voir. Mais il y a tout le milieu entre ça également. Et souvent, on n'a pas de meilleur choix. Prenons un exemple, d'avoir besoin de limer une grande surface d'une matière dure. La dureté de la matière va nous pousser vers un rangée simple de petites dents. Mais la grande surface va m'amener vers des grosses dents. Et on voit que ça ne marchera pas. Il va falloir que je fasse un compromis. Et parfois même, pour réussir un travail, je vais utiliser une succession de limes pour arriver à mon objectif. Le limage autour, ça doit être relativement simple. On n'a qu'à tenir la lime et à pousser fortement sur la pièce en rotation. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça devrait se passer. Pour commencer, parlons de sécurité. J'ai mes lunettes de sécurité, mes manches sont roulées jusqu'à mes coudes et j'ai une lime qui incorpore une poignée en bonne et due forme, grosse et ronde, bien arrondie au bout pour distribuer la force. Ça, c'est crucial sur le tour. Je veux dire, c'est important quand je fais du travail à l'établi, mais sur le tour, c'est absolument crucial. Parce que si le bout de la lime s'accrochait sur une des mâchoires du mandrin du tour, qui serait en rotation, cette lime-ci reviendrait vers moi avec force.
Puis évidemment, si j'avais un tenon pointu au lieu d'une poignée arrondie, ben, je pourrais me blesser sérieusement. Donc, sur le tour, comme en tout temps, mais particulièrement sur le tour, les poignées, là, c'est très important. Et ça veut dire que je vais toujours tenir ma lime à deux mains. Jamais à deux mains comme ceci, parce qu'évidemment, ça va être très prompt ou apte à être accroché dans la mâchoire et à revenir sur moi. Donc, tenir à deux mains comme il se doit. Et on va s'assurer que le bout de la lime ne vienne jamais proche de la limite extérieure du mandrin. Et ça veut dire que si jamais je touchais au mâchoire avec la lime, mais je toucherais en quelque part au centre ici de la lime. C'est pas une bonne chose, mais c'est pas la fin du monde. Si je touchais ici, mais tout ce qui arriverait, c'est que ma lime pousserait vers le haut. Elle ne reviendrait pas sur moi. Comme je dis, c'est pas bon, mais c'est quand même moins pire qu'une lime qui veut me rentrer dedans. Une autre chose, c'est la méconception qu'ont plusieurs personnes que lorsque je lime sur le tour, que l'outil devrait rester stationnaire. Et ça ne peut pas être plus loin de la vérité, ça. On veut du mouvement, puis on veut beaucoup de mouvement quand on lime sur le tour. On va limer de la même façon qu'on lime à l'établi, mais on va peut-être même avoir un peu plus de mouvement sur le tour. Le problème étant que si l'outil reste en contact et est stationnaire contre une pièce en rotation, c'est toujours les mêmes dents qui touchent à la pièce. Les copeaux ne peuvent pas se dégager. Je vais avoir de l'accumulation de matière entre les dents. Ça va gommer ma lime, ça va frotter beaucoup, ça va chauffer rapidement. Puis je parle ici en dedans de quelques secondes. Je peux effectivement souder des copeaux à l'intérieur de ma lime. Et à ce moment-là, ma lime est pas mal finie. Fait que c'est à éviter. On veut du mouvement, on veut beaucoup de mouvement quand on lime sur le tour. C'est très important. Là, il n'est pas recommandé d'huiler ou d'appliquer de l'huile sur une lime pour assister la coupe. Mais on peut lubrifier avec un lubrifiant solide. Et un bon lubrifiant solide, ben, c'est du graphite. Okay? Fait que si tu as ou vous avez du graphite à votre disposition, on peut en mettre un petit peu sur la lime et ça aide la coupe et ça aide à empêcher à ce que les copeaux coincent entre les dents. Moins un lubrifiant que juste quelque chose qui empêche les copeaux de coincer, on peut également utiliser un peu de craie sur la lime pour empêcher les copeaux de coincer. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais si je suis en train de limer une matière très molle qui gomme facilement la lime, exemple comme certains aluminiums, ben c'est vraiment une bonne idée de mettre un peu de craie dans notre lime. J'aimerais mentionner également qu'il y a des limes spécifiquement conçues pour le travail sur le tour. Et ces limes-là sont des limes à taille simple, donc une seule rangée de dents, et qui sont inclinés à 60 degrés par rapport au côté de la lime, donc inclinés beaucoup plus que normalement. Normalement, on a à peu près 30 degrés d'inclinaison. Pour le tour, ça va être 60 degrés. La raison étant que ça dégage mieux les copeaux pendant qu'on travaille. Donc, ça peut couper plus rapidement sans gommer la lime. Puis sur le tour, le gommage de lime, ben, c'est un problème. Par contre, si on ne lime pas tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, c'est une lime normale, ben, ça fonctionne parfaitement pour ça. Donc, regardons comment limer sur le tour, puis on va voir qu'il y a beaucoup de mouvement ici, autant que si je travaillais sur l'établi. Oui, et c'est aussi simple que ça. Là, c'est pas terriblement complexe, mais c'est quand même très dangereux. Alors, faites attention au bout de la lime et aux mâchoires. C'est ce qui est le plus dangereux quand on lime sur le tour.
Bon, ça fait à peu près une demi-heure qu'on roule avec cette vidéo-ci, et puis je pense que ça va être assez. Comme promis, voici des liens pour le projet Jauge à forêt, ses différentes parties, et même la petite vitre qui a trait à la production de l'échelle graduée sur ce projet-là. Là, quelques-uns de ces liens-là, ben, on les a eus déjà sur la dernière vidéo. Nous autres, la semaine prochaine, on va continuer avec la partie 3 de notre leçon 5 qui porte sur le travail d'établi. D'ici à ce moment-là, ben, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Soyez prudents et surtout, bon usinage.